Bonjour, chers élèves. Alors, aujourd'hui, on va voir comment on fait des montages pour obtenir un potentiel d'action monophasique. Ici, on va voir 4 cas, 4 méthodes pour obtenir un potentiel d'action monophasique. Vous savez que l'axone, il est chargé positivement à l'extérieur comme ça et négativement à l'intérieur. Voilà, notre premier montage, le cas 1, on pose l'électrode réceptrice au niveau de la surface de l'axone. R1, qui est la première électrode réceptrice, est reliée à la plaque d'en bas, qui est la plaque P1. R2 est une électrode de référence, elle est reliée à la plaque P2. L'électrode de référence, donc à elle seule, elle peut jouer le rôle d'une demi-pile électrique, donc elle peut mesurer la DDP membranaire, la différence de potentiel membranaire. Maintenant, pour l'interprétation électrique, je vous conseille de vous focaliser uniquement sur l'électrode réceptrice qui n'est pas celle de référence et de sa plaque. Ça veut dire la plaque qui est reliée. Vous parlez uniquement de l'électrode qui n'est pas l'électrode de référence et de la plaque P1, de la plaque P qui n'est pas reliée à l'électrode de référence pour faire l'interprétation électrique. Ici, qu'est-ce qui se passe dans le cas 1? Le cas 1, on n'a pas mesuré au préalable le potentiel de repos. Et R1 était sur une surface équipotentielle qui est l'extérieur. Et vous voyez bien, on obtient un potentiel d'action monophasique qui part de 0. J'attire votre attention sur cela. Ça part de 0. Donc, parce qu'on n'a pas mesuré avant excitation le potentiel de repos. Alors, ce montage-là, quand on stimule ici, une onde de dépolarisation va naître. L'onde de dépolarisation, qui est l'onde de négativité, inverse la polarité membranaire. L'extérieur qui était positif va devenir négatif et l'intérieur qui était négatif va devenir positif. Et vous avez l'onde qui va parcourir l'axone. Maintenant, arrivé sous R1, vous avez la R1 qui est maintenant sur une surface négative, hein, de même que elle va communiquer sa charge à la plaque P1. À la plaque P1, et cette plaque P1 là va être donc dans ce cas négative. On récapitule. R1 était sur une surface positive. Quand l'onde arrive sous R1, R1 va devenir négative. Hein? J'ai bien dit négative. Elle devient négative et communique sa charge à la plaque P1 qui est négative. C'est ça qui se passe. Mais avant cela, on a ici le temps de latence. Le temps de latence, quand on stimule ici, vous avez une onde de négativité qui naît et l'onde va mettre du temps pour arriver sous R1. C'est ça le temps de latence qui est là. L'artefact de stimulation, vous savez, c'est le moment précis où on a porté la stimulation et qui provoque cette inversion de polarité membranaire. TTL, qui est le temps de latence ici, est dû au fait que l'onde va mettre du temps avant d'arriver sous R1. Maintenant, arrivé sous R1, R1 va devenir négative. Et comme R1 est négative, elle communique sa charge à P1 qui est négative aussi et repousse les électrons vers le haut, d'où la dépolarisation. Maintenant, après l'onde va dépasser R1, RE redevient positive, de même que la plaque P1. Hein? Ce qui fait qu'on a un retour à la situation de départ, à la polarité de départ. On a ici donc la repolarisation. Maintenant, le deuxième cas, pour obtenir un potentiel d'action monophasique, c'est ce cas-là. Le cas-là, vous voyez, on a ici R1 qui est toujours au niveau de la surface de l'axone et qui est relié à la plaque d'en bas, qui est la plaque P1. R2 maintenant est posé sur une surface qui est lésée. Ça veut dire que c'est une surface qui est blessée, quoi. On l'a blessée. Voilà, on peut léser la surface avec une aiguille, hein, ou bien avec, disons, un piquant de porc épic, par exemple. On lèse la surface de l'axone et on pose dessus R2, ce qui fait que R2 ne va pas enregistrer.
elle n'est pas une électrode de référence, mais elle n'enregistre plus. Alors, j'attire toujours votre attention sur le fait que ici, le potentiel d'action va partir de 0 parce que avant d'exciter, on n'a pas mesuré la DDP membranaire parce qu'on a R1 qui est à la surface de l'axone. On a une équipotentialité. Ici, vous observez le spot. Donc, quand on porte la stimulation, inversion de polarité membranaire, naissance donc d'une onde de négativité, et l'onde va mettre du temps avant d'arriver sous R1, d'où le temps de latence. Arrivé sous R1, vous avez R1 qui est maintenant sur une surface négative, de même que la plaque P1 qui va repousser les électrons, d'où la dépolarisation sous R1. Maintenant, quand l'onde dépasse R1, qu'est-ce qui se passe? R1 redevient positive. Hein? R1 redevient positive, ce qui fait que les électrons sont attirés par P1. C'est le retour à la polarité de départ. Maintenant, l'excès de charge positive à l'extérieur va faire que P1 a tendance à devenir plus positive et attire davantage les électrons, d'où l'hyperpolarisation observée ici. Voilà, ça c'est les deux premiers cas. Maintenant, on a également une troisième situation, donc le troisième cas. Le troisième cas ici, vous le voyez. Ça c'est... Maintenant, R1, on l'a plongé à l'intérieur de l'axone. N'oublions pas que bon, l'axone, il est chargé positivement à l'extérieur et négativement à l'intérieur. Maintenant, le cas 3, on n'a plus R1 à la surface, mais au niveau de l'intérieur de l'axone. Ce qui fait, j'attire votre attention ici, on enregistre d'abord un potentiel de repos, moins 70 mV ici. R2 est une électrode de référence. R2 est une électrode de référence. R1 est plongé à l'intérieur de l'axone. On enregistre donc au préalable un potentiel de repos. Ici, moins 70 mV. Est-ce que vous voyez? Donc, on ne part plus de 0, mais des valeurs négatives. Ça, il faut toujours vérifier ça. Est-ce qu'on a d'abord mesuré un potentiel de repos avant d'exciter, ou bien est-ce que avant l'excitation, l'électrode réceptrice était sur une surface équipotentielle? Ainsi, on mesure d'abord le potentiel de repos, qui est ici égal à moins 110 mV. Maintenant, quand on stimule, vous avez ici, tout ça c'est le potentiel de repos. Quand on stimule ici, vous avez l'artefact de stimulation. Ici, vous avez le temps de latence parce que l'onde met du temps avant d'arriver sous R1. R1 est au préalable sur une surface négative parce que plongée à l'intérieur. N'oubliez pas ici les charges de l'extérieur et de l'intérieur, extérieur positif, l'intérieur négatif. Donc R1 à ce moment précis est négative. Mais quand l'onde arrive maintenant sous R1, qu'est-ce qui se passe? R1 va devenir positive et communique sa charge à P1 qui est la plaque d'en haut qui va attirer les électrons, d'où la dépolarisation. Quand l'onde dépasse R1, R1 redevient négative. Et comme elle est négative, il y a P1 va être négative en même temps et repousse les électrons. Et comme on avait dit que l'hyperpolarisation, électriquement parlant, elle est due à un déficit de charge positive à l'intérieur, hein, de l'intérieur par rapport à l'extérieur. Donc l'intérieur est très négatif et l'extérieur très positif. Donc cette négativité qui est accrue va permettre à P1 de repousser davantage les électrons parce qu'elle est très négative à ce moment-là, d'où l'hyperpolarisation obtenue. Ici, mais je vous le répète, l'hyperpolarisation, on réserve à l'hyperpolarisation plutôt une interprétation unique, hein, c'est plus explicite là-bas. Maintenant, il y a un quatrième cas. Le quatrième cas, c'est que R2 n'est plus une électrode de référence, mais quand même, elle est posée sur une surface lésée et reliée à la plaque d'en bas, qui est la plaque P2. R1 est toujours plongé à l'intérieur et relié à la plaque P1. Maintenant, on enregistre d'abord un potentiel de repos parce que ici, R1 était plongé à l'intérieur. Le PR est là, donc on part des valeurs négatives, ici moins 70 mV. Maintenant, après stimulation, vous avez la stimulation S ici. Quand on stimule, vous avez l'onde de négativité qui va naître. L'onde de négativité naît, ce qui fait que ici, à ce niveau précis, hein, on a
Bien que l'extérieur était chargé positivement et l'intérieur négativement, donc ici vous allez avoir moins à l'intérieur, plus à l'intérieur et moins à l'extérieur. Voilà. L'onde va parcourir l'axone et met du temps avant d'arriver sous R1, d'où le temps de latence. Ici, on a un temps de latence. Le temps de latence, l'artefact de stimulation est là. Et vous avez le temps de latence là qui est le temps que met l'onde pour arriver sous R1. Maintenant, arrivé sous R1, qu'est-ce qui se passe? R1 va devenir positive. R1 va devenir positive à ce moment précis où l'onde est là. Ce qui fait que P1 est positive et attire les électrons. Et quand l'onde dépasse R1, vous avez donc R1 qui devient négative, de même que P1 qui devient négative aussi et qui repousse les électrons. Voilà. Vous avez donc ici les 4 cas, les 4 situations pour obtenir un potentiel d'action monophasique. Il faut donc toujours vérifier si au préalable, avant d'exciter, on a mesuré un potentiel de repos ou pas, pour savoir si le potentiel d'action quitte 0 avant la dépolarisation ou bien quitte les valeurs négatives avant la dépolarisation. La première situation était comme ça, donc on avait vu que ici, avant stimulation, on n'avait pas mesuré de potentiel de repos. R1 était à la surface et on est parti de 0 pour obtenir un potentiel d'action monophasique. Mais cette situation-là, la situation 3 et 4, vous voyez bien que ici, on a d'abord mesuré un potentiel de repos. Parce que ici, R était à l'intérieur de l'axone et R2 étant une électrode de référence, on mesure d'abord le potentiel de repos qui est à moins 110 millivolts, ce qui fait qu'on part des valeurs négatives. Ce qui fait qu'ici, on a quitté les valeurs négatives pour avoir une dépolarisation. Il faut veiller à cela pour donc bien représenter votre potentiel d'action monophasique.